On accueille en studio une star de la littérature, d'une littérature particulière. Dr Philippe Boxeau est médecin légiste belge et il fait parler les morts, comme il dit. C'est d'ailleurs le titre de son plus récent livre, Les morts ont la parole. Et il s'est lancé comme ça dans le récit de ce qu'il a vécu dans sa carrière. C'est devenu un immense succès d'édition en francophonie, en France, en Belgique. 1 million d'exemplaires vendus pour ces 3 livres. Il est au Québec pour lancer la maison d'édition, pour lancer l'édition québécoise de ces 3 livres. Bonjour, Dr Boxeau. Bonjour. C'est absolument fascinant, votre récit, parce que vous avez dit un jour, je n'ai pas de talent pour écrire, et vous avez vendu 1 million d'exemplaires sur vos récits, disons-le, quand même macabres. Oui, enfin, macabre, c'est une façon de voir les choses. Il n'y a rien de macabre. C'est juste qu'on parle de mort. Mais c'est un peu macabre. C'est pour ça qu'on peut dire que ça pourrait être macabre. Mais dans mon esprit, ça ne l'est pas du tout. La mort, pour moi, ce n'est pas quelque chose de macabre. C'est très vivant. C'est très vivant. C'est un peu paradoxal. C'est la fin de la vie. C'est la fin de la vie. C'est vraiment le dernier acte. C'est le dernier moment. C'est le moment où la vie s'arrête. Mais ça reste encore la vie, parce qu'en fait, les corps que l'on voit morts, qui ne bougent plus, sont cellulairement parlant encore vivants. Ça veut dire que toutes les cellules ne s'arrêtent pas de vivre en même temps. C'est pour ça que chez les morts, les cheveux grandissent encore un peu. Chez nous, chez les hommes, la barbe pousse encore un peu, etc. Vous êtes arrivé sur le tard dans l'édition. Ah oui, vous avez fait des décennies à faire parler les morts, comme vous dites. Comment c'est arrivé ce saut dans raconter vos histoires dans des livres? En fait, j'avais fait un podcast pour la chaîne de télé nationale belge qui s'appelle la RTBF. Ouais. Et ce podcast a été vu 10 millions de fois. C'est énorme, hein. C'est vraiment énorme en Belgique. On a 11 millions d'habitants. Donc ça veut dire que vraiment, il a été très, très vu. Et un éditeur, Dimitri Kennes, éditeur belge, m'a repéré. Et il est venu me trouver en me disant, tiens, vos histoires, plutôt que de les raconter, vous les écririez bien. Vous feriez bien un livre qui raconte vos histoires les plus fantastiques. Je me suis dit au début que je n'avais pas trop envie. Je me suis un peu laissé... voilà. Il m'a un petit peu poussé et ça a donné le bouquin. Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de faire parler les morts? Vous arrivez sur une scène. Bon, là, il y a la télé, le cinéma qui montre, là, les médecins légistes là, qui font parler les morts de façon là, presque surnaturelle. Mais vous, qu'est-ce que vous aimez dans ce métier-là qui est quand même un peu rébarbatif? J'adore aller à la recherche des traces, des indices qui vont me permettre de savoir de quoi quelqu'un est mort. En fait, c'est presque un rêve d'enfant. Quand on est gosse, enfin un gosse chez vous, ça veut dire autre chose, mais quand on est enfant, on aime bien les séries policières, on aime bien les policiers, on aime bien aller à la recherche des choses. Eh bien, grâce à la médecine légale, j'ai l'impression, et c'est plus qu'une impression, c'est un fait, de participer à une enquête judiciaire. Et ça me plaît énormément. J'aime bien aller à la recherche des traces, des indices qui vont permettre d'être certain d'une cause de décès. Ça m'amuse. Être certain d'une cause de décès. Donc, vous arrivez sur une scène, la police sait généralement s'il s'agit d'un meurtre ou si c'est un suicide ou si c'est accidentel? Oh, ils ont bien une idée, mais dernièrement, ça fait 30 ans, il y a 30 ans, on m'avait appelé pour ce qui semblait être un suicide à l'arme à feu. C'était pas un suicide du tout. Et je l'ai démontré très rapidement. En 10 minutes, je savais que c'était un meurtre, alors que jusque-là, les policiers pensaient que c'était un suicide. Et si on n'avait pas envoyé un médecin légiste, eh bien, le meurtre serait passé au bleu, comme on dit. C'est-à-dire, on ne l'aurait pas remarqué. Vous racontez dans votre livre « Les morts ont la parole », Dr Philippe Boxeau. L'histoire, attention, là, on va parler de suicide, donc ça peut être confrontant pour certaines personnes, d'un homme qui est retrouvé pendu, et vous arrivez là, vous inspectez la scène, vous auscultez le corps, si je peux m'exprimer ainsi, et vous déterminez que ce n'est pas un suicide. Racontez aux gens comment un corps parle comme ça. Alors, là, c'est le corps qui a parlé, mais plus que le corps, c'est aussi la corde qui a parlé. Il faut tout regarder quand on arrive sur ce qu'on appelle des scènes de crime, c'est là où il y a un cadavre. Il faut tout regarder, il faut être attentif absolument à tout. Et le bonhomme pesait 130 kilos, il n'était pas tout mince, quoi. Et visiblement, il était pendu, mais en pendaison incomplète. Ça veut dire que ses pieds touchaient par terre. Il y a plein de gens qui meurent comme ça. Hein. C'est pas pour ça que c'est un meurtre. C'est très, très courant. Plus de 80% des pendus ont les pieds qui touchent le sol. Oui. Alors, par contre, ce qu'il y avait, c'est que la corde passait au-dessus d'un tuyau. Vous savez, ces gros tuyaux de chauffage qui étaient gainés, entourés de substances qui permettaient d'isolation, de garder bien la chaleur. Eh bien, c'était un mélange de plâtre et d'amiante. Et j'ai vu que ce mélange de plâtre et d'amiante était présent tout le long de la corde, ce qui n'était pas normal. Ça veut dire que la corde avait été tirée à travers en prenant là, ce tuyau-là comme une sorte de poulie. Ouais. Et donc, j'ai prouvé qu'il avait été pendu. Ensuite, j'ai regardé le cou et la trace du sillon dans le cou n'était pas bien
oblique, elle partait de l'horizontale pour aller vers l'oblique. Ça veut dire on avait l'impression que la corde avait connu plusieurs étapes le long du cou, ce qui n'était pas normal. Et enfin, le nœud. Le nœud m'avait intrigué parce que je ne sais pas faire les nœuds, moi. C'est très compliqué. Donc, dès que je vois un beau nœud, ça m'intrigue. Je l'ai pris en photo, j'ai montré à un copain. Vous trouviez que le nœud était trop beau? Oui, trop beau pour être vrai. Et donc, j'ai demandé à un copain, tiens, ce nœud, qui s'y connaît lui bien, un nœud, fait du bateau, tiens, ce nœud-là, ça te dit quelque chose? Il me dit, oui, c'est un nœud qu'on fait en batellerie et que font donc les gens qui font du bateau. Et il se fait qu'on a découvert que l'amant de madame était batelier. Il conduisait des péniches sur la Meuse, sur le fleuve qui passe par Liège. Et aussi, le monsieur, ça, c'est ce que vous avez découvert, Dr Philippe Boxeau, il avait consommé beaucoup, beaucoup de somnifères. Sa femme l'avait endormi. C'est le grand truc. Hein. C'est quand on veut tuer quelqu'un par pendaison ou par suffocation, l'endormir ou le frapper pour qu'il soit inconscient. Quand vous arrivez sur une scène, vous ne savez pas si c'est un accident, un suicide, un meurtre, et qu'on détermine finalement que c'est un meurtre. On plonge dans la nature humaine aussi. Ouais. Qu'est-ce qui mène au meurtre? Beaucoup de choses. L'envie, la jalousie, l'argent. Mais j'ai le coutume de dire, c'est une phrase qui n'est pas de moi, le cul et les écus. Le cul et les écus, ça veut dire à la fois des histoires d'amour, des histoires sentimentales d'une part, puis d'autre part des histoires d'argent. C'est souvent, plus de 80% des meurtres se déroulent pour ces causes-là. Vous racontez l'histoire d'un homme, la police arrive, le trouve, il y a du sang un peu partout dans l'appartement. C'est très confus, la scène. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un accident, un suicide? Et là, vous faites une découverte dans son œsophage. Racontez ce que vous avez trouvé. En fait, il y avait du sang, très peu, mais dans sa chambre. Une grosse tache de sang. La chambre est au premier étage. Et puis, plus de sang du tout. Une petite tache de sang au sol dans sa chambre qui mène vers le palier. Et puis, le corps en bas, devant une table de salon, couché par terre, mort, avec une énorme mare de sang. Et en fait, ce jeune homme, qui est un gars d'ailleurs, c'était un monsieur très comique, très marrant, très agréable, bon copain, quoi. Un bon copain, quelqu'un qui on aime être en sortie, parce qu'avec lui, on sait qu'on va s'amuser, un fêtard. Eh bien, ce monsieur, en fait, avait avalé une fourchette de friterie, mais pas les fourchettes pour les frites, c'est des fourchettes pour les morceaux plus importants, comme des morceaux de viande, et pas toute la fourchette non plus, uniquement la partie pointue, celle qui a les dents. En plastique. En plastique. Il l'a avalé parce qu'il faisait des paris. Et les paris, c'était tu m'offres un verre de bière et moi j'avale ce que tu veux. Il avait avalé des pièces de monnaie, on en a retrouvé dans son intestin. Il avait avalé un morceau de couteau aussi en plastique, on l'a retrouvé dans l'intestin. Et il avait avalé ce morceau de fourchette qui était resté calé dans l'œsophage. Et au fur et à mesure que le temps passe, la fourchette a percé les parois de l'œsophage. Elle a traversé l'œsophage, elle est arrivée à toucher l'aorte. Parce que l'œsophage, à un moment donné, il croise l'aorte. C'est un rétrécissement, et c'est sans doute à cause du rétrécissement d'ailleurs que la fourchette s'est calée à cet endroit-là. Elle est rentrée tout doucement, elle a percé l'aorte, le sang a coulé vers l'estomac, et il est mort de vomissement de sang. Et vous expliquez, et c'est là que ça devient fascinant, que la façon dont les gouttes de sang sont tombées disait quelque chose sur les circonstances de la mort de cet homme-là. Vous avez rapidement, je pense, déterminé que c'était pas du sang qui avait été causé par une personne extérieure. Oui. Alors, les gouttes de sang parlent aussi. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais c'est très important même de savoir les analyser. Hein. Sur une scène de crime, vous pouvez reconstituer un peu comment ça s'est passé, rien qu'à cause des projections sanguines. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important à faire. La mare de sang qui était au pied de son lit, on voit que c'est une mare qui tombe. Pourquoi? Parce qu'elle a en wallon, on dit des spitures, donc des projections qui partent à partir de la mare de sang et qui prouvent que le sang tombe d'une certaine hauteur. Donc, je savais que c'était quelque chose qui ressemblait à un vomissement. Mais j'en ai pas encore certain. Et puis en bas, au pied de la table, là où était couché le corps, c'était une vraie mare de sang, mais c'était une table en plastique, style table de jardin, blanc. Et bien sûr, un des pieds de la table, il y avait un niveau de sang. Or, comme les tables ne savent pas absorber le sang, elles ne vont pas l'aspirer pour faire un niveau à hauteur, eh bien, forcément, c'est que le sang était arrivé jusque-là. Ça veut dire qu'il y avait eu un jet, ça veut dire qu'il y avait une projection. Et de nouveau, j'étais dans mon esprit face à un vomissement, mais un vomissement avec une belle pression qui permettait de monter sur le pied de la table. Et dans ce cas-là, ce n'était pas un meurtre, c'était vraiment un accident. C'est un accident. Et vous racontez plusieurs de vos enquêtes dans le livre « Les morts ont la parole ». C'est fascinant et je dois le souligner. Vous êtes un très bon raconteur, Philippe Boxeau, et vous plongez dans l'humour noir.
À propos de ce pauvre R qui est décédé d'avoir avalé une fourchette en plastique, vous écrivez « C'est là une bien triste mort pour un gars bien sympa qui croquait la vie à pleines dents. » Vous n'hésitez pas à aller dans l'ironie. Non, et puis j'ajoute un peu plus loin, mastiquer n'est pas une option. Non, parce qu'il l'a avalé. Parce qu'il l'a avalé. Quand vous arrivez sur une scène comme ça, est-ce que vous êtes toujours suspicieux? Est-ce que vous vous dites toujours « C'est probablement un meurtre et il ne faut pas que je rate les indices ». Non, je ne pars pas comme ça. Je pars des indices. C'est-à-dire, je me dis plutôt, il ne faut pas que j'en rate un. Donc il faut un bon éclairage, il faut avoir le temps, il faut prendre le temps, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas être stressé, il faut être dans de bonnes conditions, bien cool. Vous arrivez sur la scène de crime, vous examinez le cadavre, vous relevez tous les indices qu'il y a dessus, et puis ensuite vous interprétez. Alors comme tout le monde, quand j'arrive sur une scène de crime, je me dis, allez, c'est un meurtre, c'est un suicide, il est mort comme ça. On se fait une idée. Ouais. Et souvent, mon idée est fausse. Hein. Il faut vraiment... Le plus souvent, votre idée est fausse? Ouais. Il faut vraiment examiner le cadavre pour arriver à avoir non plus une idée, mais une certitude. Il faut approcher au maximum du certain. On est en procédure pénale, on ne peut pas se tromper. Dernière question, Dr Philippe Boxeau. Vous pratiquez en Belgique et vous dénoncez le fait, j'ai lu ça dans un journal français, vous dénoncez le fait qu'il y a eu des coupures dans vos services et que là, votre hantise, c'est que parce que vous avez moins de moyens, il y a peut-être des meurtriers qui s'en tirent. C'est vrai. L'Europe a interpellé la Belgique pour ça. Vous savez que la moyenne européenne des autopsies est de 12%. En Europe, en Belgique, on autopsie 1 à 2%. Ça veut dire qu'on est très largement en dessous, ce qui veut dire aussi qu'on passe à côté de meurtres. Et d'après les calculs que nous avons faits avec les collègues des autres universités, on passe à côté de 70 à 80 meurtres par an qui passent au bleu. Et donc quand je fais mes conférences en France, et puis je vais en faire une tout à l'heure ici au Québec, je dis, mais venez tuer en Belgique, vous avez moins de chances d'être pris que n'importe où ailleurs. C'est une chose terrible à dire. On espère que les gens mal intentionnés ne vous écouteront pas. Votre récit de vie est absolument fascinant, Dr Philippe Boxeau, et vos récits dans vos livres, notamment Les morts ont la parole, sont tout aussi fascinants. Je souligne que vous serez au Renaud-Bré de la rue Saint-Hubert à Montréal, jeudi, le 29 mai, pour une séance de dédicace. Et je vous souhaite un excellent séjour au Québec. Merci à vous. Merci. C'était Dr Philippe Boxeau.